Deuxième partie, développement de l'enfant. Première et seconde enfance. La première enfance correspond à la période où le nourrisson se développe pour devenir un jeune enfant, qui commence à marcher. Durant la seconde enfance, le jeune enfant va évoluer jusqu'à l'adolescence. En commençant dans ce chapitre par traiter de la première et de la seconde enfance, puis, dans le chapitre suivant, en traitant le cheminement de l'adolescence jusqu'à la vieillesse, nous allons voir comment les gens de tous âges se développent sur les plans physique, cognitif et social. Développement physique. Le développement biologique de l'enfant permet son développement psychologique. La maturation des réseaux neuronaux du cerveau est dessinée par l'expérience. Le cerveau, en se développant, gouverne la mise en place des capacités motrices. Développement du cerveau. Quand vous étiez dans l'utérus maternel, votre corps a formé des cellules nerveuses à une vitesse d'environ 250 000 à la minute. Au jour de votre naissance, vous possédez pratiquement toutes les cellules cérébrales dont vous disposerez jamais. Cependant, le système nerveux humain est immature à la naissance. Après la naissance, les réseaux neuronaux, qui nous permettent de marcher, parler et de nous souvenir, ont une phase de croissance explosive. Maturation et mémoire de l'enfant. L'absence de connexion neuronale, comme l'absence de langage et de sentiment de soi, permet de comprendre pourquoi nos premiers souvenirs sont rarement antérieurs à l'âge de 3 ans. Pour les parents, cette amnésie infantile, comme l'appelait Freud, peut être déconcertante. Après toutes les heures passées avec notre enfant, tous ces jeux sur la couverture, après toutes ces toilettes, ces heures passées à lui donner à manger ou à le bercer pour s'endormir, quel souvenir conscient gardera-t-il de nous si nous mourrons avant qu'il n'ait 3 ans ? Pratiquement aucun. Mais si peu de souvenirs sont conservés de façon consciente, il y a malgré tout des choses qui ont été acquises. Un bébé de 3 mois qui a appris qu'en agitant les jambes, il fait bouger un mobile, peut, si on lui rafraîchit la mémoire de temps en temps, se souvenir de cette association pendant au moins un mois. Un enfant de 2 ans et demi, dans le noir complet, atteindra et saisira plus facilement un jouet représentant un oiseau et poussant des cris, s'il a déjà fait l'expérience de la même situation 2 ans plus tôt. De tels souvenirs ne sont pas faits de mots, mais d'images, de sons et d'émotions. Les animaux tels que les cochons d'Inde, dont le cerveau est mature à la naissance, peuvent plus aisément constituer des souvenirs permanents durant leur enfance, que ne le font les animaux au cerveau immature, tels que les rats. Ces découvertes jettent un doute sur l'idée que les hommes, dont le cerveau est également immature à la naissance, peuvent se souvenir de façon subconsciente de leur vie prénatale ou du traumatisme de leur naissance. À cause des changements qui surviennent après l'âge de 5 ans dans la façon dont sont organisés les souvenirs, la plupart des gens n'ont également que peu de souvenirs de leurs années précédant l'école. Elisabeth Loftus et Léa Kaufmann, en 92, notent qu'essayer d'avoir accès aux souvenirs précédant l'école, c'est comme essayer de lire une disquette formatée par une version précédente du système d'exploitation d'un ordinateur. Expérience et développement du cerveau. L'expérience, en même temps que la maturation du cerveau, contribue au développement des connexions nerveuses cérébrales. Bien qu'oublié, l'apprentissage précoce n'est pas complètement effacé. Au contraire, il contribue à préparer notre cerveau à la pensée et au langage, ainsi qu'à des expériences futures. Comment les expériences précoces laissent-elles leur empreinte dans le cerveau ? Mark Rosenzweig et David Kreher élevèrent quelques jeunes rats dans un isolement complet et les autres dans un terrain de jeu commun. Les rats vivant dans un environnement dépouillé avaient en général un cortex cérébral plus fin et plus léger que celui des autres rats. Rosenzweig a raconté qu'il avait été tellement surpris par ces effets de l'expérience sur le tissu cérébral qu'il a répété ces expériences plusieurs fois avant de publier ses résultats. Les rats ne sont pas des personnes, mais ces résultats sont cohérents avec ce que nous savons de l'importance d'une participation active pour le développement humain. Ces résultats et d'autres ont encouragé l'amélioration de l'environnement mis en place dans les laboratoires, les fermes et les parcs zoologiques pour les enfants dans les institutions. Plusieurs équipes de recherche ont observé que les bébés rats et les enfants prématurés tirent un bénéfice de la simulation due à la manipulation ou au massage. Les bébés manipulés dans chacune des deux espèces prennent du poids plus rapidement et se développent plus vite sur le plan neurologique. William Greenough et ses collègues de la University of Illinois
en 1987, montrèrent de plus qu'une expérience répétée sculpte le tissu nerveux d'un rat au point précis du cerveau qui traite l'expérience. Après que la maturation du cerveau a fourni un grand nombre de connexions nerveuses, la sculpture préserve les connexions activées tandis qu'elles permettent aux connexions non utilisées de dégénérer, entraînant à la puberté une perte massive de connexions inemployées. C'est là, à la jonction entre nature et culture, que l'environnement amélioré d'un enfant active et préserve les connexions qui, si elles étaient placées dans une situation dégradée, pourraient mourir faute d'utilisation. Il existe une réalité biologique concernant l'éducation précoce de la petite enfance. Dans un contexte stimulant et avec de l'attention, les enfants issus de milieux défavorisés obtiennent à l'âge de 12 ans des scores d'intelligence supérieurs à ceux d'un groupe d'enfants du même milieu servant de contrôle. C'est au cours de ces premières années d'enfance, tandis que les connexions en surnombre sont encore accessibles, que les plus jeunes peuvent aisément maîtriser la grammaire et l'accent d'une autre langue. Privés du contact avec le langage, écrit ou par signe, jusqu'à l'adolescence, une personne ne maîtrisera jamais aucun langage. Privées d'expériences visuelles pendant leurs premières années, les personnes dont la vision est récupérée par l'ablation de la cataracte ne retrouveront jamais des perceptions normales. Les cellules cérébrales normales consacrées à la vision sont mortes ou ont été utilisées à d'autres fins. Les premières années sont fondamentales pour un développement optimal du cerveau. Dans le cas du cerveau, en cours de maturation, la règle semble être soit vous l'utilisez, soit vous le perdez. Cependant, le développement du cerveau ne s'achève pas avec l'enfance. Tout au long de notre vie, notre tissu nerveux se modifie. Les images et les odeurs, les contacts et les efforts stimulent et renforcent certains trajets nerveux, tandis que d'autres s'affaiblissent de n'être pas utilisés. Comme des sentiers dans une forêt, les chemins peu utilisés sont abandonnés. Les chemins fréquentés non élargis. Nos gènes gouvernent notre architecture cérébrale globale, mais l'expérience gouverne les détails. Si un singe est entraîné à pousser un levier avec son doigt des milliers de fois par jour, le tissu cérébral qui contrôle le doigt va se modifier pour prendre en compte l'expérience. Et les cerveaux humains travaillent de la même façon. Le câblage du cerveau de Michael Jordan est le reflet des milliers d'heures passées à tirer des paniers de basket. L'expérience nourrit la nature. Réorganisation du cerveau. L'effet du milieu du cerveau en remaniement permanent est évident lorsque l'on étudie la plasticité cérébrale. Bien qu'un neurone lésé ne se régénère pas, si votre moelle épinière est lésée, vous resterez paralysé à vie. Le tissu nerveux peut se réorganiser en fonction de dommages subis. Au cours d'une expérience, des chercheurs en neurosciences ont sectionné par voie chirurgicale le trajet nerveux véhiculant les informations centripètes provenant du bras d'un singe. La zone du cortex sensoriel, qui auparavant recevait ces données, a progressivement modifié sa fonction et commença à répondre lorsque les chercheurs touchaient la figure de l'animal. De la même manière, si un faisceau laser endommageait un point de l'œil d'un chat, la zone cérébrale recevant l'information en provenance de ce point répondra bientôt à des stimulations provenant des zones voisines de l'œil. Si une personne aveugle utilise un doigt pour lire le braille, la zone cérébrale consacrée à ce doigt va se développer. Et parmi les sourds qui utilisent ce langage des signes pour communiquer visuellement, la zone du lobe temporal consacrée normalement aux informations auditives attendra en vain des simulations et cherchera finalement d'autres informations à traiter, telles celles du système visuel. Le cerveau peut ainsi n'être pas aussi câblé qu'on le pensait jusqu'à présent. Contrairement au circuit d'un ordinateur figé, une fois pour toutes, ceux du cerveau peuvent évoluer avec le temps. En réponse à une stimulation modifiée, le cerveau peut soit se recabler de lui-même avec de nouvelles synapses, ou, suivant une autre théorie, sélectionner de nouvelles utilisations pour les circuits existants. Lorsque une zone du cerveau est endommagée, d'autres zones peuvent se réorganiser au cours du temps et prendre en charge une partie de ces fonctions. Si des neurones sont détruits, les neurones voisins peuvent compenser partiellement les dégâts en établissant de nouvelles connexions qui remplacent celles qui ont été perdues. Ces connexions nouvelles sont une des façons par lesquelles le cerveau peut lutter pour récupérer ses fonctions après un accident mineur. C'est également de cette manière que le cerveau compense la perte graduelle des neurones avec l'âge. Nos cerveaux sont beaucoup plus malléables lorsque nous sommes enfants. Avant que les fonctions et des régions corticales se soient fixées, les enfants naissent avec un surplus de neurones. Si un accident détruit une partie du cerveau d'un enfant, le cerveau compensera cette perte en mettant au travail les autres zones en surnombre.
C'est ainsi que si la zone du langage de l'hémisphère gauche d'un enfant est endommagée, l'hémisphère droit prendra en charge la plupart de ses fonctions concernant le langage. Passé l'âge de 5 ans, une lésion de l'hémisphère gauche altérera le langage gravement et définitivement. Prenons comme exemple extrême le cas d'un jeune garçon de 5 ans dont les graves crises d'épilepsie provoquées par une dégradation de l'hémisphère gauche ont nécessité l'ablation de la totalité de cet hémisphère. Quel avenir s'offre à un tel enfant ? Y a-t-il une chance pour qu'il puisse aller à l'école et mener une vie normale, ou bien souffrira-t-il d'un retard mental permanent ? De manière inattendue, un individu dans ce cas était, aux dernières nouvelles, un sujet brillant. La moitié de son crâne n'est remplie de rien d'autre que de liquide céphalorachidien. Sur le plan fonctionnel, elle aurait pu tout aussi bien ne contenir que de la sueur, et pourtant, les résultats au test d'intelligence de ce sujet se situent bien au-dessus de la moyenne. Il a terminé le collège et, aux dernières nouvelles, suit le lycée à temps partiel. Bien que paralysé du côté droit, cet homme, avec d'autres cas d'ablation d'un hémisphère, atteste de la capacité extraordinaire du cerveau à se réorganiser lorsqu'il est endommagé avant son développement complet. Développement moteur. Au fur et à mesure que les muscles et le système nerveux de l'enfant se développent, des capacités plus complexes apparaissent. À quelques exceptions près, l'ordre selon lequel apparaissent ces capacités est universel. Les bébés roulent sur eux-mêmes avant de se tenir assis seuls et avancent à 4 pattes avant de marcher. Mais il existe des différences individuelles dans le déroulement temporel de cette suite d'événements. En Amérique, un quart des bébés marchent à l'âge de 11 mois, la moitié dans la première semaine suivant leur premier anniversaire, de 90% à l'âge de 15 mois. Il existe également des différences culturelles. En Ouganda, un bébé en bonne santé marche habituellement avant 10 mois. En France, la marche commence en général vers 1 an. Les enfants américains noirs ont également tendance à marcher plus tôt que les enfants américains blancs. La culture peut influencer le développement moteur. Comparé aux bébés qui passent la majeure partie de la journée couchés dans un berceau, les bébés ougandais ont l'habitude d'un contact physique plus étroit, bercés par la démarche rythmique de leurs parents, tandis qu'ils sont portés debout sur leur dos. Mais la nature, les gènes, jouent un rôle majeur. De vrais jumeaux commencent à s'asseoir et à marcher pratiquement le même jour. La maturation biologique, y compris le développement rapide du cervelet à l'arrière du crâne, permet d'être prêt à apprendre à marcher à peu près vers 1 an. L'entraînement avant cet âge n'a qu'un effet limité. Cela est vrai également pour d'autres capacités, en particulier la maîtrise de l'intestin et de la vessie. Tant que la maturation musculaire et nerveuse indispensable n'a pas eu lieu, aucune prière, aucun harcèlement, ni aucune punition n'aboutiront à une propreté satisfaisante. Après une poussée, durant les 2 premières années, la croissance ralentit pour atteindre un rythme d'environ 5 à 7 cm par an, pendant l'enfance. Et avec tous les neurones en place, ainsi que la plupart des interconnexions, le développement cérébral se poursuit également à un rythme plus lent après l'âge de 2 ans. Les aires motrices et sensitives continuent à mûrir, permettant le développement de tâches motrices très fines. En résumé, les cellules nerveuses apparaissent dans le cerveau avant la naissance. Modelées par l'expérience, leur interconnexion continue à se multiplier après la naissance. Si un hémisphère est endommagé au début de l'existence, l'autre prendra en charge une grande partie de ses fonctions, montrant ainsi la plasticité cérébrale. Le cerveau devient moins plastique plus tard dans la vie. Fréquemment, cependant, les neurones voisins peuvent compenser partiellement la perte des neurones endommagés, comme c'est le cas lorsqu'une personne récupère ses fonctions après un accident vasculaire ou une lésion cérébrale. Les capacités physiques plus complexes des enfants, comme celle de s'asseoir, de se tenir debout ou de marcher, se développent selon une séquence prévisible dont le déroulement exact dépend de la maturation individuelle et de la culture. L'enfance, depuis les premiers pas jusqu'à l'adolescence, est une période de développement physique lent, mais constant. Développement cognitif. En tant que nouveau-né, vous avez été confronté à un océan de sensations et vous avez commencé à en percevoir le sens le plus rapidement et plus facilement que les psychologues ne le croyaient possible autrefois. À l'âge de 6 mois, vous aviez compris les notions de permanence et de nombre, ainsi que les lois physiques simples. Sur la base de ces éléments de départ, se sont épanouies vos capacités à prendre en compte le point de vue d'une autre personne, à raisonner logiquement et à accomplir tout ce qui définit le psychisme mature. Les aires d'association du cortex, celles qui sont liées avec la pensée, la mémoire et le langage, sont les dernières aires cérébrales à se développer. Au moment où elles le font, les capacités mentales de l'enfant se révèlent. Le cerveau et l'esprit, les réseaux neuronaux et le raisonnement cognitif se développent de concert.
Le terme de cognition se rapporte à toutes les activités mentales associées avec la pensée, la connaissance et la mémoire. Il y a peu de questions qui intriguent plus les psychologues que celles concernant le développement cognitif. Quand et comment les enfants commencent-ils à voir les choses à partir du point de vue d'un autre, à raisonner de façon logique, à penser de façon symbolique? Dit plus simplement, comment le cerveau d'un enfant se développe-t-il? Telles furent les questions que se posait le psychologue généticien Jean Piaget, un spécialiste du développement. Qui connaît les pensées d'un enfant? Se demandait le poète Nora Perry. Plus que quiconque de sa génération, Jean Piaget les connaissait. Son intérêt débuta en 1920 alors qu'il travaillait à Paris à la mise au point de questions destinées à tester l'intelligence des enfants. En faisant passer ces tests pour déterminer à quel âge les enfants pouvaient répondre correctement à certaines questions, Piaget fut intrigué par les mauvaises réponses des enfants. Là où les autres ne voyaient que des erreurs enfantines, Piaget perçut l'intelligence au travail. Les erreurs commises par les enfants d'un certain âge, remarqua-t-il, étaient souvent étrangement semblables. Le demi-siècle que Piaget passa avec les enfants le convainquit que l'esprit de l'enfant n'est pas un modèle miniature de celui de l'adulte. Les jeunes enfants comprennent le monde d'une manière radicalement différente de celle des adultes, un fait qui est souvent ignoré lorsque l'on enseigne à des enfants. Pour Piaget, la pensée de l'enfant se développe selon une succession de stades, en une marche en avant depuis les réflexes simples du nouveau-né jusqu'à la capacité de raisonnement abstrait de l'adulte. Un enfant de 8 ans peut ainsi comprendre des choses qu'un enfant de 3 ans ne pourra pas assimiler. Un enfant de 8 ans peut, par exemple, percevoir l'analogie suivante. Avoir une idée, c'est comme si on allumait une lumière dans la tête. Mais tenter de faire comprendre la même analogie à un enfant de 3 ans serait inutile. Comment se développe le psychisme d'un enfant? La force motrice à la base de cette progression intellectuelle est notre lutte incessante, pour donner un sens à notre expérience. À cette fin, le cerveau en cours de maturation échafaude des concepts, que Piaget appelait des schèmes. Ces schèmes, ou schémas, sont des modules mentaux dans lesquels nous faisons entrer notre expérience. À l'âge adulte, nous avons construit d'innombrables schémas allant de la façon de faire un nœud à notre conception de l'amour. Piaget a proposé 2 concepts pour expliquer comment nous utilisons et ajustons nos schèmes. D'abord, nous interprétons notre expérience d'une façon correspondant à notre compréhension actuelle. Selon les termes de Piaget, nous utilisons nos schèmes pour incorporer ou assimiler de nouvelles expériences. Partant d'un schéma simple pour un chien, un enfant qui commence à marcher va appeler chien tous les animaux à 4 pattes. Mais nous ajustons également ou accommodons nos schèmes pour nous adapter aux aspects particuliers des nouvelles expériences. L'enfant va apprendre très vite que le schème originel du chien est trop large et va accommoder en définissant mieux la catégorie. Au fur et à mesure que les enfants interagissent avec le monde, ils construisent et modifient la compréhension qu'ils en ont. Les théories de Piaget et nos idées actuelles sur les stades de développement cognitif. La science elle-même est un processus d'assimilation et d'accommodation. Les scientifiques utilisent leurs théories préconçues. Par exemple, les nouveau-nés sont des créatures passives et douées de faibles compétences, pour assimiler, incorporer, leurs observations. Ensuite, lorsque de nouvelles observations se heurtent à ces théories, les théories changent pour s'accommoder, s'ajuster aux découvertes. Ainsi, le nouveau concept d'un nouveau-né, doué de compétences, remplace l'ancien schème. Cela, croyait Piaget, est la façon dont les enfants et les adultes construisent la réalité. Et c'est ainsi que les propres concepts de Piaget ont fonctionné. D'abord en nous aidant à comprendre le comportement des enfants, et ensuite en se modifiant pour s'adapter à de nouvelles découvertes. Piaget décrivait le développement cognitif comme une succession de 4 stades. Les enfants, en développement, pensait-il, subissent des poussées de changements suivis de moments de stabilité en passant d'un plateau de développement au suivant. Chacun des plateaux possède des caractéristiques particulières qui permettent un mode de pensée spécifique. Pour comprendre comment se développe le psychisme d'un enfant, regardons chacun des stades de Piaget à la lumière des conceptions actuelles du développement cognitif. Stade sensorimoteur. Au cours du stade sensorimoteur, depuis la naissance jusqu'à pratiquement l'âge de 2 ans, les bébés comprennent le monde à travers leurs interactions sensitives ou motrices avec les objets, en regardant, touchant, attrapant et portant à la bouche. Au début, ils semblent ne pas comprendre que les choses continuent d'exister en dehors de leur perception. Et dans l'un de ces tests, Piaget montrait à un enfant un jouet fascinant, puis jetait dessus son béret pour voir si l'enfant cherchait le jouet. Avant l'âge de 8 mois, la plupart d'entre eux ne le faisaient pas. Il leur manquait la notion de permanence de l'objet.
c'est-à-dire la conscience du fait que les objets continuent d'exister lorsqu'ils ne les voient pas. Les enfants vivent dans le présent, hors de la vue, hors de l'esprit. À 8 mois, les enfants commencent à manifester un souvenir des choses qu'ils ne voient plus. Cacher l'objet, l'enfant le cherchera pendant quelques instants. 1 mois ou 2 plus tard, l'enfant le cherchera, même si l'on a empêché pendant plusieurs secondes. Mais aujourd'hui, les chercheurs se demandent si les capacités cognitives des enfants se développent vraiment par stade défini. La permanence de l'objet va-t-elle éclore vraiment à 8 mois, comme les tulipes éclosent au printemps? Aujourd'hui, les chercheurs voient le développement de façon plus continue que ne le voyait Piaget. Par exemple, ils voient maintenant la permanence de l'objet comme un processus qui se met en place graduellement, commençant par le jeune enfant qui cherche un jouet qu'il a vu caché une seconde avant. Les chercheurs pensent que Piaget et ses successeurs ont sous-estimé la compétence du jeune enfant. Piaget pensait que les enfants ne pouvaient pas penser avant l'âge de 2 ans. Ils peuvent reconnaître les choses, leur sourire, ramper vers elles, les manipuler. Mais ils n'ont pas de concept ou d'idées abstraites. C'est une vie à laquelle on ne réfléchit pas, mais que l'on se contente de vivre. Considérons cependant une expérience simple qu'Aren Wynne a montrée en 1992 à des enfants de 5 mois, 1 ou 2 objets. Ensuite, elle a caché les objets derrière un écran, enlevant ou ajoutant parfois un objet par une trappe. Lorsqu'elle retirait l'écran, les enfants réalisaient parfois une double soustraction, regardant plus longuement lorsqu'on leur montrait un nombre d'objets erronés. Les bébés montrent non seulement une perception intuitive du nombre, mais également des lois simples de physique. Par exemple, ils regardent plus longuement lorsqu'on leur montre une scène inattendue, comme une voiture semblant passer à travers un objet solide ou une balle arrêtée entre le ciel et la terre. Ainsi, ils sont nettement davantage capables de pensée conceptuelle que ne le pensait Piaget. Stade préopératoire. Vu à travers les yeux de Piaget, les enfants de moins de 6 ans sont encore incapables de raisonner et ne peuvent adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. Bien qu'ils soient conscients d'eux-mêmes, du temps et de la permanence des objets, ils sont, comme il le disait, égocentriques. Ils ne peuvent pas percevoir les choses en adoptant le point de vue de quelqu'un d'autre. Rebecca, âgée de 3 ans, se cache sous une table en pensant que si elle ne peut pas voir les yeux de quelqu'un, il ne pourra pas la voir. La conversation des enfants révèle leur égocentrisme, comme le démontre un jeune garçon. « As-tu un frère ? » ?»« Oui. »« Quel est son nom ? » ?»« Jim. »« Est-ce que Jim a un frère ? » ?»« Non. » Tous les très jeunes téléspectateurs qui vous empêchent de regarder la télévision en se mettant devant l'écran considèrent que vous voyez la même chose qu'eux. Les enfants qui posent une question pendant que vous êtes au téléphone pensent que vous entendez la même chose qu'eux. Lorsque vous êtes en contact avec un jeune enfant, il est parfois utile de se souvenir que ce type de comportement reflète une limitation cognitive. L'enfant de 2 ou 3 ans égocentrique n'est pas intentionnellement égoïste ou sans considération, mais il lui est plutôt difficile d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. Il est également plus facile pour des enfants de cet âge de suivre des instructions positives. Sois gentil avec le chien, plutôt que des négatives. N'embête pas le chien. Les parents qui maltraitent leurs enfants n'ont en général aucune compréhension de ces limites. Ils considèrent leurs enfants comme de jeunes adultes capables de contrôler leur comportement. Ils considèrent donc les enfants qui encombrent leur chemin, renversent de la nourriture, désobéissent à des instructions négatives ou pleurent comme volontairement méchantes. Bien que le concept d'égocentrisme proposé par Piaget soit important, les enfants entre 2 et 6 ans ne sont pas purement égocentriques. Des enfants de 4 ans à qui on donne des tâches simples adaptent leurs explications pour les rendre plus claires pour un auditeur aux yeux bandés et présentent un jouet ou une image en les tournant face à l'observateur. Piaget croyait que durant cette période et jusqu'à l'âge de 7 ans environ, les enfants étaient dans ce qu'ils appelaient le stade préopératoire de l'exécution d'opérations mentales. Pour un enfant de 5 ans, la quantité de lait qui est trop importante dans un verre, étroit et haut, peut devenir une quantité acceptable si elle est versée dans un verre de bas et large. C'est parce que l'enfant se focalise uniquement sur la hauteur et est incapable d'exécuter l'opération consistant à le verser mentalement dans l'autre verre. L'enfant ne possède pas le concept de conservation, le principe selon lequel la quantité demeure la même en dépit du changement de forme. Même si Piaget ne voyait pas la transition entre les stades comme un phénomène abrupt, les rudiments du concept de conservation peuvent être observés à un âge plus précoce qu'il ne le pensait. Si on interroge d'une façon qu'ils peuvent comprendre,
des enfants de 5 et 6 ans montrent une certaine compréhension de la conservation. De même, et davantage que Piaget ne le pensait, les enfants au stade préopératoire sont capables de penser de façon symbolique. Judy Deloache, en 1987, le découvrit en montrant à un groupe d'enfants de 2 ans une maquette de salon et en y cachant un jouet, un minuscule chien en peluche derrière le canapé miniature. Les enfants furent facilement capables de se souvenir de l'endroit où se trouvait le jouet miniature, mais ne purent utiliser ce modèle pour trouver un vrai chien en peluche dans une vraie pièce. Ce n'est qu'à l'âge de 3 ans que les enfants purent aller droit vers l'animal en peluche dans la chambre grandeur nature, montrant leur aptitude à penser au modèle comme un symbole de la chambre. Il apparaît donc que les capacités d'adopter le point de vue de quelqu'un d'autre, d'exécuter des opérations mentales et de penser de façon symbolique ne sont pas absentes au stade préopératoire, puis ensuite présentes un peu plus tard. Ces capacités, au contraire, commencent précocement et se développent graduellement. Les enfants au stade préopératoire développent également d'autres capacités mentales importantes. Le psychologue russe Lev Vygotsky, en 1932, a remarqué qu'à l'âge de 7 ans, les enfants s'arrêtent de penser à voix haute et se fient plutôt à un discours intérieur. En intériorisant le langage de leur culture, les enfants deviennent davantage aptes à penser en mots, capacité qu'ils mettent en œuvre pour trouver des solutions des problèmes. Stade des opérations concrètes. À l'âge de 7 ans environ, les enfants entrent dans le stade des opérations concrètes. Si on leur donne des éléments concrets, ils commencent à comprendre qu'une quantité de données reste la même quelle que soit sa forme. À l'âge de 11 ans, les enfants peuvent mentalement verser le lait successivement dans des récipients de formes différentes. Ils réalisent qu'un changement de forme ne signifie pas un changement de quantité, mais ils aiment également les plaisanteries qui leur permettent d'utiliser leur nouveau concept, comme celui de la conservation. Monsieur Jones alla dîner au restaurant et commanda une pizza, lorsque le garçon lui demanda s'il devait la couper en 6 ou en 8. Monsieur Jones dit « Vous feriez mieux d'en faire 6, je ne pourrai jamais en manger 8. » Selon Piaget, pendant ce stade des opérations concrètes, les enfants acquièrent totalement la capacité mentale de comprendre les transformations mathématiques et la conservation. Lorsque ma fille Laura était âgée de 6 ans, je fus étonné de son incapacité à inverser des opérations mathématiques, jusqu'à ce que je prenne en compte les théories de Piaget. Lorsqu'on lui demandait combien font 8 plus 4, elle avait besoin de 5 secondes pour calculer. 12. Et encore 5 secondes pour maintenant calculer 12 moins 4. À l'âge de 8 ans, elle pouvait inverser le processus et répondre instantanément à la seconde question. Si Piaget avait raison en disant que les enfants construisent leur compréhension et les enseignants des écoles maternelles et primaires, Piaget soutenait que les enseignants devaient s'appuyer sur ce que les enfants savaient déjà, leur faire des démonstrations concrètes et les inciter à penser par eux-mêmes. Futurs enseignants, souvenez-vous, les jeunes enfants sont incapables de logique d'adultes. Essayez de comprendre comment pensent les enfants. Essayez de comprendre que ce qui pour vous est simple et évident, par exemple que la soustraction est l'inverse d'une addition, peut être incompréhensible pour un enfant de 6 ans. Acceptez que l'immaturité cognitive des enfants soit adaptative et représente une stratégie de la nature pour garder les enfants proches de la protection des adultes et leur fournir le temps de l'apprentissage et de la sociabilisation. Les stades des opérations formelles. Stade des opérations formelles. Vers l'âge de 12 ans, le raisonnement se développe au niveau purement concret, impliquant l'expérience vécue, jusqu'à aboutir à la pensée abstraite, mettant en jeu des réalités imaginées et des symboles. Pour Piaget, beaucoup d'enfants deviennent capables, à l'approche de l'adolescence, de résoudre des propositions hypothétiques et d'en déduire les conséquences. Si ceci, alors cela. Le raisonnement systématique que Piaget dénommait raisonnement opératoire formel est maintenant à leur portée. Mais les enfants plus jeunes sont incapables d'une logique abstraite ? Considérez ce problème simple. Si John est à l'école, alors Mary est à l'école. John est à l'école, que pouvez-vous me dire de Mary ? Beaucoup d'enfants de 7 ans n'ont aucun problème pour répondre correctement. Cela montre pourquoi, une fois encore, les observateurs critiques disent que les rudiments des stades cognitifs de Piaget débutent plus tôt qu'ils ne l'avaient pensé. Réflexion sur la théorie de Piaget. La théorie de Piaget, avec ses stades successifs, est sujette à controverse. D'une certaine façon, elle a rencontré un grand succès. Les études effectuées dans le monde entier, chez les aborigènes d'Australie, en Algérie ou en Amérique du Nord, montrent que la cognition humaine se développe partout, globalement, selon la séquence qu'il a proposée. Les chercheurs considèrent cependant aujourd'hui que le développement est plus continu que ne le pensait Piaget. En établissant le début de chacun des types de pensée et à des âges plus précoces, ils ont mis à jour des capacités conceptuelles que Piaget n'avait pas détectées.
Que reste-t-il des idées de Piaget sur la pensée de l'enfant? Énormément de choses. Piaget a identifié des étapes cognitives cruciales et a stimulé l'intérêt pour le développement de la pensée. Le fait que nous accommodions aujourd'hui ces idées pour prendre en compte de nouvelles découvertes ne le surprendrait certainement pas. En résumé, les observations de Jean Piaget sur les enfants l'ont convaincu, ainsi que pratiquement chacun d'entre nous, que l'esprit d'un enfant n'est pas celui d'un adulte miniature. Piaget a émis l'hypothèse que l'esprit se développait en formant des schèmes qui nous aident à assimiler nos expériences et qui doivent éventuellement être accommodés pour prendre en compte des informations nouvelles. C'est ainsi que les enfants progressent depuis la simplicité sensorimotrice du bébé jusqu'à des stades de pensée plus complexes. Par exemple, à l'âge de 8 mois, un enfant commence à comprendre que les choses existent toujours, même lorsqu'elles sont hors de sa vue. Piaget croyait que les enfants de moins de 6 ans étaient égocentriques et incapables d'exécuter des opérations logiques simples. Cependant, il pensait que vers l'âge de 7 ans, les enfants devenaient capables de réaliser des opérations concrètes, telles celles qui réclament de comprendre le principe de conservation. Des recherches récentes montrent que les jeunes enfants ont des capacités plus développées et que le développement est plus continu que ne le pensait Piaget. Les capacités cognitives qui se révèlent à chaque stade ont en fait commencé à se former sous une forme rudimentaire au stade précédent. Développement social. Ainsi que l'affirmait Aristote, l'homme est un animal social destiné à vivre en relation étroite avec d'autres personnes importantes pour lui. Mais comment donc se forment les liens de l'attachement ? Que se passe-t-il lorsqu'ils se forment solidement ou lorsqu'ils sont rompus ou absents ? Comment les parents de la culture peuvent-ils influencer l'image qu'un enfant a de lui-même ? Les bébés sont des créatures sociales dès la naissance. Pratiquement depuis le début, les parents et les enfants communiquent par le contact visuel, le toucher, le sourire et la voix. Même lorsqu'ils interagissent à travers un circuit fermé de télévision qui leur renvoie une image grandeur nature, un bébé de 9 semaines et sa mère sont en parfaite synchronie. On obtient la même synchronie de la part du bébé si la mère est enregistrée et que l'on passe et repasse la bande. Par contre, si la mère ne cesse de réagir à leur présence, les bébés se détournent et s'agitent. Lorsque des interactions en temps réel recommencent, ils sourient à nouveau. De telles interactions favorisent la survie de l'enfant et l'émergence de l'image de soi, de sorte qu'ils puissent, eux aussi, un jour, porter et éduquer une génération future. Dans toutes les cultures, les enfants développent un lien intense avec ceux qui s'occupent d'eux. Dépassant l'attirance initiale des nouveau-nés pour les humains en général, les enfants vont bientôt en venir à préférer les voix et les visages familiers et se mettre à gazouiller et à glousser lorsque leur père ou leur mère s'intéresse à eux. Vers 8 mois, la permanence de l'objet apparaît en même temps qu'une crainte des étrangers appelée peur de l'étranger ou angoisse du 8e mois. Regardez comment des enfants d'âges différents réagissent lorsqu'ils sont pris dans les bras par un étranger, et vous remarquerez que vers 8 ou 9 mois, ils se mettent souvent à pleurer et cherchent refuge chez des personnes familières. Est-ce une coïncidence fortuite, si la permanence des objets et la crainte de l'étranger apparaissent au même moment ? Probablement pas. Passé l'âge d'environ 8 mois, les enfants possèdent des schèmes pour les visages familiers. Lorsqu'ils ne peuvent pas intégrer de nouveaux visages dans ces schèmes, mémorisés, ils s'angoissent. Cela illustre un principe important. Le cerveau, la pensée, le comportement social et émotionnel se développent simultanément. À 12 mois, de nombreux enfants s'agrippent fermement à un de leurs parents lorsqu'ils sont effrayés ou qu'ils craignent une séparation. Réunis, ils inondent leurs parents de sourires et de baisers. Aucun comportement social n'est plus remarquable que cet amour intense et mutuel entre enfants et parents que l'on nomme attachement. Une pulsion de survie intense qui garde les enfants à proximité de ceux qui s'occupent d'eux. Parmi les premières réponses sociales, amour, crainte, agression, la première et la plus forte est ce lien d'amour. Origine de l'attachement. Un certain nombre d'éléments interviennent pour créer le lien entre parents et enfants. Le contact corporel. Pendant de nombreuses années, les psychologues du développement ont pensé que les enfants s'attachaient à ceux qui satisfaisaient leurs besoins en nourriture. Cela paraissait logique. Mais une découverte fortuite révéla que cette explication de l'attachement est incomplète. Au début des années 50, le psychologue de la University of Wisconsin, Harry Harlow, élevait des singes pour ses expériences d'apprentissage. Pour harmoniser les expériences des bébés singes et éviter la dissémination des maladies, il séparait les singes de leur mère peu après la naissance et les élevait dans des cages individuelles hygiéniques qui comprenaient une couverture de bébé en laine.
De façon surprenante, les bébés s'attachèrent fortement à leur couverture, montrant les signes du plus grand désespoir lorsque les couvertures étaient prises pour être lavées. Harlow comprit bientôt que cet attachement à la couverture était en contradiction avec l'idée que l'attachement provient de l'association à la nourriture. Mais était-il possible de le montrer de façon plus convaincante ? Pour évaluer le pouvoir d'attraction d'une source alimentaire par rapport au contact confortable d'une couverture, Harlow créa 2 mères artificielles. L'une était composée d'un cylindre en grillage nu avec une tête en bois. L'autre, un cylindre entouré de caoutchouc mousse et d'un tissu éponge. Il pouvait associer la nourriture à l'une ou à l'autre en y accrochant un biberon. Élevés avec une mère nourricière en grillage et une mère non nourricière en tissu, les singes préféraient nettement la mère en tissu. Comme les bébés humains s'accrochant à leur mère, les singes s'accrochaient à leur mère en tissu lorsqu'ils étaient anxieux. Ils l'utilisaient également comme une base sécurisante pour s'aventurer tout autour, comme s'ils étaient attachés à leur mère par une bande élastique invisible qui s'étirait jusqu'à un certain point et ramenait ensuite le bébé vers son port d'attache. D'autres études de Margaret Harlow et ses collaborateurs montreront que d'autres qualités comme le bercement, la chaleur ou la nourriture pouvaient rendre la mère en tissu encore plus attirante. Chez les bébés humains également, l'attachement se développe à partir du contact corporel avec leurs parents, qui sont doux et chauds et qui vous bercent, vous nourrissent et vous caressent. Tout cela devrait rassurer les pères des enfants nourris au sein. L'attachement ne dépend pas uniquement de la nourriture. De plus, pour les humains également, l'attachement s'incarne dans une personne fournissant à une autre une base sécurisante, à partir de laquelle explorer le monde est un havre de paix en cas de trouble. Lorsque nous grandissons, nos attachements changent. Nos bases et nos havres de paix se déplacent de nos parents à notre entourage et sentons plus fort. Et à nos partenaires. Mais à tout âge, nous sommes des créatures sociables. Nous nous sentons plus forts lorsque quelqu'un nous dit, en mots ou en action, « Je suis là, je serai là, je suis intéressé par ce que tu fais, par ce que tu penses ou ressens. Je t'aiderai de toutes mes forces. » Nous sommes les plus heureux et capables de déployer au mieux nos talents, dit le chercheur John Bowlby, qui s'est spécialisé dans l'étude de l'attachement, lorsque nous savons qu'un ami fidèle ou plusieurs se tiennent derrière nous, quoi qu'il arrive. Familiarité. Une autre clé de l'attachement est la familiarité. Chez de nombreux animaux, les attachements basés sur la familiarité se forment durant une période critique, sensible. Une période optimale qui survient peu après la naissance et durant laquelle certains événements doivent avoir lieu pour qu'un développement correct puisse se produire. Le premier objet mobile qu'un poulet, un caneton ou un oiseau voit durant les quelques heures qui suivent l'éclosion est normalement sa mère. Après cela, le jeune oiseau la suit et elle seulement. Konrad Lorenz, 1937, a exploré ce processus rigide d'attachement que l'on appelle l'empreinte. Il s'est demandé ce que feraient des canetons s'il était la première personne qu'ils voyaient. Ce qu'ils firent, c'est de le suivre partout. Partout où il allait, les canards étaient certains d'aller. D'autres tests montrèrent que si les jeunes oiseaux avaient une meilleure empreinte pour leurs propres espèces, ils s'attachaient aussi à une grande variété d'objets mobiles. Un animal d'une autre espèce, une boîte sur roulette, une balle qui rebondit. Une fois formé, cet attachement est difficile à défaire. Les partisans d'une période critique d'attachement prétendent que pour les humains aussi, le contact durant les premières heures après la naissance augmente le lien entre parents et enfants. Croyant cela, de nombreux hôpitaux possèdent maintenant des chambres de liens, où les membres de l'équipe cherchent à vérifier que les liens sont formés avant le départ de la mère et de l'enfant. Ce premier contact est-il essentiel ? Si c'est le cas, les parents adoptifs ou les mères qui ont accouché par césarienne sont-ils faiblement liés à leur enfant ? Les psychologues du développement restent peu convaincus. Les enfants humains préfèrent les visages et les objets familiers, mais ils ne montrent pas de période critique précise pour s'attacher. Bien que des psychologues soient favorables à la tendance visant à humaniser la naissance de l'enfant, les parents qui ont manqué la naissance de leur enfant ne doivent pas le vivre comme une déficience. L'attachement chez l'homme se développe plus graduellement, laissant beaucoup de temps aux enfants et aux parents pour arriver à se connaître et à s'aimer les uns les autres. Bien que les enfants, au contraire des canetons, ne subissent pas d'empreinte, ils ont tendance à s'attacher à ce qu'ils ont connu. Un contact plus simple, avec les gens ou les choses favorise l'affection. C'est ainsi que les enfants aiment à relire les mêmes livres, à revoir les mêmes films, à répéter les mêmes traditions familiales. Ils préfèrent manger des nourritures familières, vivre dans le même environnement familier, aller à l'école avec les mêmes vieux copains. La familiarité engendre la satisfaction. Tempérament.
Dans des études réalisées à travers le monde, certains bébés semblent plus disposés à établir un attachement stable. Placés dans une situation bizarre, en général la salle de jeu d'un laboratoire, certains enfants font montre d'un attachement assuré. En présence de leur mère, ils jouent paisiblement, explorant joyeusement leur nouvel environnement. Lorsqu'elle les quitte, ils sont désemparés. Lorsqu'elle revient, ils cherchent un contact avec elle. D'autres enfants montrent un attachement incertain. Ils sont moins enclins à explorer leur environnement et vont même s'accrocher à leur mère. Lorsqu'elle s'en va, ils hurlent. Lorsqu'elle revient, ils peuvent être indifférents ou même hostiles vis-à-vis d'elle. Quelle est la cause de ces différences ? Les différences entre les enfants pourraient-elles être innées ? Le tempérament d'un enfant comprend des rudiments innés de la personnalité, en particulier l'excitabilité émotionnelle de l'enfant, qu'il soit réactif, vif et remuant ou facile, tranquille et placide. À partir des premières semaines de la vie, les bébés faciles sont gais, détendus et ont des heures de sommeil et de biberon régulières. Les bébés difficiles sont plus irritables, agités et ont des rythmes plus difficiles à prévoir. Le tempérament persiste. Les nouveau-nés les plus réactifs sur le plan émotionnel sont en général les plus réactifs à 9 mois. Et les bébés de 4 mois qui réagissent à un changement de décor en arquant le dos, en agitant les jambes et en criant seront en général craintifs et inhibés au cours de leur 2e année. Ceux qui réagissent avec des sourires détendus seront le plus souvent sociables et sereins au cours de leur 2e année. Les enfants de 2 ans, très craintifs et inhibés, sont encore souvent assez timides à 8 ans. Et les enfants entre 2 et 6 ans, qui sont particulièrement sensibles sur le plan émotionnel, ont tendance à devenir de jeunes adultes relativement sensibles. Avec l'âge, beaucoup d'enfants timides et craintifs se détendent, mais peu d'enfants spontanés et sans crainte deviennent timides. Les bébés singes ont également des tempéraments différents. Certains sont timides et craintifs, d'autres sont plus détendus. Lorsque le chercheur Stephen Suomi, en 1987, plaça des bébés singes prédisposés génétiquement à être détendus ou à l'aise avec des mères nourricières elles-mêmes détendues ou à l'aise, l'hérédité l'emporta sur l'éducation. Comparés aux animaux naturellement à l'aise, les singes détendus réagirent de façon plus anxieuse au stress de la séparation de la mère, même lorsqu'ils étaient élevés par des mères nourricières calmes et accommodantes. Des tests physiologiques ont montré que des enfants anxieux et très tendus ont un rythme cardiaque élevé et labile et un système nerveux irritable. Ils sont plus facilement excités lorsqu'ils sont face à des situations nouvelles ou étranges. L'hérédité semble également jouer sur les différences humaines. Les jumeaux qui partagent des gènes identiques ont plus de chances d'avoir le même tempérament que des jumeaux non identiques. Réponse parentale. Mais il y a d'autres paramètres que le caractère héréditaire du tempérament pour expliquer les différences d'attachement. Une autre influence possible est le comportement de la mère. Mary Ainsworth, en 1979, a observé des couples mère-enfant, chez eux, pendant leurs 6 premiers mois, puis observa ensuite les enfants à 1 an placés dans une situation bizarre et sans leur mère. Les mères sensibles et attentionnées, c'est-à-dire des mères qui regardaient en permanence ce que leur enfant était en train de faire et fournissaient une réponse appropriée, avaient des enfants qui en général montraient un attachement assuré. Les mères inattentives et froides, qui ne prêtaient attention à leur bébé que lorsqu'elles en avaient envie, mais les ignoraient à d'autres moments, avaient souvent des enfants dont l'attachement n'était pas assuré. L'étude de Harlow, avec ses singes, dans laquelle les mères artificielles représentaient le summum de la froideur, a même produit des effets plus frappants. Placés dans une situation étrange, en l'absence de leur mère artificielle, les bébés soumis à la privation étaient plus angoissés. Ils étaient terrifiés. Pour voir si l'attachement des enfants est le résultat du comportement des parents, et pas seulement la conséquence des tempéraments biologiques prédisposés, Dimfna van... Alors attention, celui-là il est costaud. Dimfna van den Boom, une chercheuse hollandaise en 1990, a fait varier la façon dont les parents s'occupaient de leur enfant en contrôlant le tempérament. Arrêtez-vous et réfléchissez. À la place de cette chercheuse, comment auriez-vous réalisé cela ? La solution de Van den Boom fut de répartir au hasard une centaine d'enfants de 6 à 9 mois au tempérament difficile, les uns dans une situation expérimentale où les mères recevaient une formation personnelle pour répondre avec sensibilité et attention, et les autres dans une situation de conditions contrôle sans formation. À l'âge d'1 an, 68% des enfants appartenant au groupe expérimental furent notés comme ayant un attachement solide, contre seulement 28% des enfants de la situation contrôle. L'attachement de la première enfance va éventuellement se relâcher.
Que les enfants soient élevés à la maison à plein temps ou également dans une crèche, qu'ils vivent en Amérique du Nord, au Guatemala ou dans le désert de Kalahari, l'anxiété liée à la séparation d'avec les parents atteint un sommet autour de 13 mois et décroît ensuite graduellement. Avec le temps, les enfants se familiariseront avec un éventail de situations plus large et communiqueront plus librement avec des étrangers. Cela signifie-t-il que, durant notre développement, notre besoin des autres et notre amour pour eux diminuent progressivement ? À peine. Notre capacité d'amour se développe d'autres façons et notre joie à toucher et à tenir ceux que nous aimons ne cesse jamais. La puissance du premier attachement va cependant se relâcher graduellement, permettant aux enfants d'aller affronter le monde. On pourrait même dire que la plus grande partie du cycle de vie se réduit à un rythme poignant d'attachement et de séparation. De l'attachement de la vie fœtale à la séparation de la naissance, de l'attachement de l'enfant à la séparation de l'adolescence, de l'attachement du mariage et de la parentalité à la séparation de la mort. Effet de l'attachement. Un attachement solide et fiable présente-t-il des avantages durables ? La qualité de l'attachement de l'enfant peut-elle permettre de prédire sa compétence sociale dans les années qui suivent ? Un attachement stable prédit l'adaptabilité sociale. Alain Srouff et son équipe de la University of Minnesota, en 1983, ont repéré des enfants dont l'attachement était solide vers l'âge de 12 à 18 mois. Ce sont ceux qui utilisaient leur mère comme une base d'exploration paisible du monde et comme un havre en cas de détresse. Lorsque Srouff s'intéressa à nouveau à ses enfants, vers 2 ou 3 ans, il observa qu'ils se comportaient de façon plus confiante que d'autres jeunes enfants. Si on leur donnait des tâches difficiles, ils se révélaient plus enthousiastes et plus persévérants. Ils se montraient enfin plus ouverts et attentifs. Erik Erikson, un spécialiste du développement, et aussi un célèbre hypnothérapeute, qui a vécu de 1902 jusqu'à 1994, disait que les enfants avec un attachement solide abordaient la vie avec un sentiment de confiance basale. Un sentiment que le monde est prévisible et fiable. Un enfant qui laisse partir ses parents est un enfant qui croit qu'ils vont revenir. Erikson attribuait cette confiance générale au comportement initial des parents plutôt qu'à un environnement positif et stable ou à un tempérament inné. Il pensait que les enfants qui ont le bonheur d'avoir des parents aimants et attentifs acquièrent pour leur vie, durant, une attitude de confiance plutôt que de crainte. Erikson n'aurait pas été surpris qu'à l'âge adulte, nos habitudes amoureuses s'accompagnent soit d'attachements stables et confiants, soit d'attachements anxieux et peu sûrs, ou encore de l'évitement de tout attachement. Nos premiers modes d'attachement, semble-t-il, constituent une base pour nos relations futures. Privation d'attachement. Si un attachement sécurisant nourrit la compétence sociale, qu'arrive-t-il lorsque les circonstances empêchent les enfants de former des attaches ? Il n'y a pas de littérature psychologique plus affligeante que celle consacrée aux études dans ce domaine. Les enfants élevés dans des situations sans l'attention et la stimulation apportée par une mince nourricière régulière, ou enfermés à la maison dans des conditions pénibles et de maltraitance ou de négligence extrême, sont souvent renfermés, effrayés et même mutiques. Adoptés au cours de la première ou deuxième enfance, dans une maison où ils seront entourés d'amour, ils vont en général progresser rapidement, en particulier en ce qui concerne leur développement cognitif. Cependant, ils portent fréquemment les séquelles de leurs mauvais traitements initiaux. C'est également de cette manière que se comportèrent les singes de Harlow, élevés dans un isolement total. En l'absence même de mère artificielle, à l'âge adulte, ils se blottissaient effrayés ou devenaient agressifs en présence d'autres singes de leur âge. Arrivés à maturité sexuelle, la plupart étaient incapables de copuler. Des femelles inséminées artificiellement furent souvent négligentes, abusives, voire même meurtrières envers leur premier-né. Le mal aimé était devenu un mal aimant. La plupart des parents maltraitants rapportent également avoir été négligés ou battus dans leur enfance. Beaucoup de meurtrières condamnées disent la même chose. Une étude de 14 jeunes hommes attendant leurs exécutions pour des crimes commis précocement montra que tous, à exception de 2, avaient subi de mauvais traitements. La plupart des victimes de mauvais traitements dans leur enfance deviendront-elles des parents maltraitants ? La victime d'aujourd'hui est-elle de façon prévisible le bourreau de demain ? Non. La plupart des enfants maltraités ne vont pas devenir plus tard des criminels violents ou des parents maltraitants. Mais 30% de ceux qui ont été maltraités maltraiteront leur enfant. Un pourcentage 4 fois plus élevé que le pourcentage aux États-Unis d'enfants maltraités. De plus, de jeunes enfants terrorisés par des abus sexuels ou les atrocités de la guerre, étant battus, subissant des tortures ou vivant dans une peur constante, peuvent souffrir d'autres séquelles, souvent des cauchemars, une dépression ou une adolescence perturbée.
Rupture de l'attachement. Qu'arrive-t-il à un enfant lorsque l'attachement est rompu? Séparés de leur famille, les bébés singes comme les bébés humains en sont bouleversés et demeurent pendant longtemps renfermés et même désespérés. Craignant qu'un stress aussi intense puisse causer des dommages prolongés, et en cas de doute pour protéger les droits des parents, les juges sont en général réticents à retirer les enfants de leur foyer. Toutefois, placés dans un environnement plus agréable et plus stable, la plupart des enfants se remettent du chagrin de la séparation. Dans les études portant sur des enfants adoptés, Léon Yarrow et ses collaborateurs en 1973 observèrent que lorsque des enfants de 6 à 16 mois étaient séparés de leur mère nourricière, ils avaient au début des difficultés à manger, à dormir ou à établir une relation avec leur nouvelle mère. Mais lorsque ces enfants firent à nouveau l'objet d'une étude à l'âge de 10 ans, il n'en restait que peu d'effets visibles. C'est ainsi qu'ils ne se portaient pas plus mal que des enfants placés avant l'âge de 6 mois, avec peu de détresse associée. La plupart des enfants d'1 an forment de nouveaux attachements sans séquelles émotionnelles permanentes. Cependant, le transfert d'un enfant d'une famille d'accueil à une autre, empêchant ainsi l'attachement, peut être très destructeur, comme l'est la séparation fréquente avec la mère suivie de retrouvailles. Pour les adultes, également, la rupture des liens d'attachement, que ce soit lors d'un décès ou d'une séparation, cause d'une suite prévisible de préoccupations anxieuses concernant le partenaire perdu, suivie d'une tristesse profonde et, éventuellement, du commencement d'un détachement émotionnel et d'un retour à une vie normale. Même des partenaires récemment séparés, qui avaient cessé depuis bien longtemps d'éprouver de l'affection l'un pour l'autre, sont souvent surpris par leur envie de se rapprocher de leur ancien compagnon. Un attachement ancien et profond se brise rarement rapidement. Se détacher de quelqu'un est un processus, non un événement. Faire garder son enfant pendant la journée peut-il affecter l'attachement? Au cours des années 50 et 60, lorsque la mère au foyer représentait la norme sociale, des chercheurs se sont demandé si le fait de confier son enfant pendant la journée était mauvais pour les enfants, et si cela pouvait rompre l'attachement des enfants à leurs parents. Dans le cas des crèches hors pair étudiées, en général, la réponse était non. Dans son livre Mother Care, Other Care, Sandra Scar, en 1986, une spécialiste de la psychologie du développement, expliquait que les enfants sont, sur le plan biologique, des individus vigoureux qui peuvent se développer dans un large éventail de situations. Scar parlait au nom des nombreux psychologues du développement dont les recherches n'ont montré aucun impact majeur du travail des mères sur le développement des enfants. Cette habitude s'est installée et avec un peu plus de la moitié des mères d'enfants âgés de moins de 6 ans travaillant, les questions posées ont évolué pour aborder l'effet des différentes formes de garde sur différents types d'enfants en fonction de l'âge. Nous en savons maintenant assez pour distinguer un bon mode de garde d'un mauvais. Scar et Richard Weinberg expliquaient en 1986 « Un bon mode de garde correspond à 3 ou 4 bébés par nourrice, ou 6 à 8 enfants âgés de moins de 6 ans. Une bonne garde signifie également un environnement agréable, stimulant et sans danger. L'idéal est, maintenant, un environnement stimulant sur le plan verbal, dans lequel chaque enfant va fréquemment parler à un adulte qui s'en occupe. Sous cet aspect, une garderie de bonne qualité fournit à un enfant une stimulation intellectuelle et une possibilité de développement social plus importante que ne le fait par exemple la garde à la maison par une jeune fille. Des indications sur le début de sa conscience... Oula, j'ai dû sauter une page. Oui, j'ai sauté une page. Les parents des enfants de 2 ans ou plus peuvent être en partie soulagés de savoir qu'une garderie peut offrir à l'enfant des soins et un environnement de grande qualité. Mais la communauté scientifique discute encore du problème du mode de garde des enfants. Jay Belsky, en 1988, et Edward Ziegler, en 1986, des spécialistes du développement expriment des inquiétudes. Selon les mots de Belsky, les enfants qui, pendant la première année de leur vie, sont confiés à une garde non parentale plus de 20 heures par semaine, ont un risque plus élevé d'apparaître insécurisés à l'âge de 1 an et d'être désobéissants et agressifs plus tard. Beaucoup de psychologues du développement pensent, cependant, qu'un système de garde de qualité n'entrave pas la formation d'un attachement stable chez l'enfant. 2 études récentes dans des garderies de qualité, réalisées aux États-Unis et en Suède, viennent à l'appui de leur dire. Dans ces 2 études, les écoliers qui avaient passé leurs premiers 6 mois dans une garderie de bonne qualité étaient plus extravertis, plus appréciés de leurs camarades et avaient de meilleurs résultats scolaires que les autres enfants. Un élément frappant qui ressort des études concernant la garde des enfants par les parents ou en garderie
et le peu de moments réellement de qualité accordés aux enfants et par leurs parents, que ceux-ci travaillent ou non. Une étude américaine a montré que les mères qui travaillaient passaient en moyenne seulement 11 minutes par jour de semaine et les pères seulement 8 minutes à des activités consacrées à l'enfant, comme lire, jouer ou parler à leur enfant. Les mères au foyer ne consacrent pas beaucoup plus de temps et ces activités seulement 30 minutes environ par jour. Il y a un inconvénient pire que celui du demi-million d'enfants que leurs parents au travail laissent seuls une partie du temps. C'est celui des enfants qui passent 9 heures par jour dans une garderie mal équipée avec un personnel insuffisant, peu formé et sous-payé. Ce dont ont besoin tous les enfants est une relation stable et chaleureuse avec des gens en qui ils peuvent apprendre à avoir confiance. Ce qu'ils obtiennent souvent d'une société qui accorde une valeur moindre aux travailleurs, qui prennent en charge les futurs citoyens, qu'à ces canalisations défectueuses, est un taux de renouvellement du personnel atteignant 50% par an. Les enfants et le divorce. Environ la moitié des mariages, dans les pays occidentaux, un peu plus de la moitié aux États-Unis, se terminent par un divorce. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Cette constatation a conduit les gens à se demander: les enfants sont-ils lésés par le divorce? Le choc du divorce et ses suites affectent-ils le bien-être des enfants? Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont non seulement comparé les enfants de familles divisées à ceux des familles unies, mais aussi suivi des enfants avant et après le divorce. Mavis Hetherington et ses collaborateurs, 1989-1992, ont résumé les résultats obtenus. Le divorce expose les enfants à un risque accru d'apparition de problèmes psychologiques, de difficultés de développement social, de troubles de comportement et de difficultés scolaires. Cependant, disent-ils, les réponses des enfants sont diverses. Le fait que les enfants supportent bien le divorce ou développent des troubles du comportement dépend de plusieurs facteurs, tels que le tempérament de l'enfant, l'intensité du conflit parental et la continuité des autres relations, telles celles avec des amis et les copains de classe. Si l'enfant réagit bien, si le divorce permet aux parents qui a la garde de l'enfant d'échapper à une situation pénible ou à des mauvais traitements, et si les autres relations sont préservées, l'adaptation a de fortes chances de s'effectuer dans de bonnes conditions. Dans une étude récente, les parents et les enseignants britanniques ont évalué le comportement de 12 000 enfants à l'âge de 7 ans, puis 4 ans plus tard. Lors du second examen, les garçons, dont les parents avaient divorcé au cours des 4 années précédentes, présentaient environ 25% des problèmes de comportement supplémentaires. Accès de colère, bagarre, sommeil perturbé et ainsi de suite, que ceux dont les familles étaient restées unies. Mais l'effet apparent du divorce sur les garçons était pratiquement gommé si l'on prenait en compte les différences de comportement entre les groupes évalués avant le divorce. Dans le cas des filles, la prise en compte des problèmes de comportement préexistants ne permettait pas de diminuer l'effet apparent du divorce. Il semble que pour les garçons, les troubles familiaux commencent à s'exprimer bien avant le divorce. De façon générale, le divorce apporte aux enfants un double choc. Le premier se déroule immédiatement après le divorce des parents, lorsque de nombreux enfants se sentent en colère, emplis de ressentiment ou déprimés. Les jeunes enfants peuvent aussi se sentir coupables. Les enfants plus âgés présentent un comportement plus agressif et une plus grande désobéissance. En 2 ou 3 ans, l'existence retrouve un équilibre plus confortable. Ensuite, souvent, dans les 3 à 5 ans qui suivent le divorce, un second choc peut suivre, le remariage des parents. Comme 75% des mères divorcées et 80% des pères divorcés se remarient, la plupart des enfants du divorce retrouvent un beau-père ou une belle-mère. En particulier, dans les cas de filles, l'arrivée à la maison d'un nouveau beau-père peut au début constituer un événement non désiré, rompant la relation mère isolée-fille et nécessitant une autre période de réajustement. Les données accumulées au cours des 92 études suggèrent que ce double choc laissera des traces chez certains enfants. Comparé à ceux qui ont grandi dans des familles unies, les enfants du divorce grandissent avec un sentiment de bien-être moindre. Adultes, ils ont plus de tendance de divorcer et ont une probabilité moindre de se dire très heureux. Mais leurs problèmes sont-ils dus au divorce lui-même? Prenons les résultats d'une étude portant sur plus de 17 000 enfants réalisée par le US Census Bureau for the National Center for Health Statistics en 1991. Les chercheurs savaient que les familles unies ou séparées pouvaient différer de nombreuses façons. Niveau d'éducation des parents, origine ethnique, revenus, etc. Ils ont donc, dans leurs statistiques, tenu compte de ces facteurs pour éliminer leur influence. Malgré tout, les enfants de parents séparés avaient environ 2 fois plus de risques de présenter un éventail de problèmes sociaux, psychologiques ou scolaires.
Bien qu'ils risquent davantage d'éprouver des difficultés, la plupart de ces enfants se portent bien, en particulier s'ils ont la chance d'avoir un tempérament facile et s'ils bénéficient de l'aide et de l'amour de leurs amis et du reste de la famille. Concept de soi. Au cours de la petite enfance, le premier acquis social est l'attachement. Le principal acquis social de l'enfance est un sentiment positif de soi. À la fin de l'enfance, à l'âge de 12 ans environ, la plupart des enfants ont développé un concept de soi, une notion de leur propre identité et de leurs valeurs personnelles. Les parents se demandent souvent comment et quand se développe cette notion de soi. Mon bébé est-il souvent comment et quand se développe cette notion de soi? Merde. Mon bébé est-il conscient de lui-même? C'est mieux, oui. Je me disais, c'est bizarre. Donc, je recommence. Concept de soi. Au cours de la petite enfance, le premier acquis social est l'attachement. Le principal acquis social de l'enfance est un sentiment positif de soi. À la fin de l'enfance, à l'âge de 12 ans environ, la plupart des enfants ont développé un concept de soi, une notion de leur propre identité et de leurs valeurs personnelles. Les parents se demandent souvent comment et quand se développe cette notion de soi. Mon bébé est-il conscient de lui-même? Sait-il qu'il est une personne différente des autres? Bien qu'il ne soit pas possible de leur demander directement au bébé, nous pouvons de nouveau nous fonder sur ce qu'il peut faire, et laissant son comportement nous donner des indications sur le début de sa conscience de soi. En 1877, le biologiste Charles Darwin avait proposé une idée. La reconnaissance de soi débute lorsqu'un enfant se reconnaît dans un miroir. En prenant ce critère, la reconnaissance de soi se forme graduellement en une année environ, commençant à peu près vers le 6e mois, lorsque l'enfant tend le bras vers le miroir pour toucher son image, comme s'il s'agissait d'un autre enfant. Comment pouvons-nous savoir quand l'enfant reconnaît que la fille qui est dans le miroir est effectivement elle-même et pas simplement une agréable compagnie de jeu? Grâce à une modification assez simple de la technique du miroir, les chercheurs ont discrètement barbouillé de rouge le nez de l'enfant avant de le mettre en face du miroir. À partir de 15 à 18 mois, les enfants touchent leur propre nez en voyant la tache rouge dans le miroir. Apparemment, les enfants de 18 mois ont une idée de ce à quoi leur visage doit ressembler. C'est comme s'ils se demandaient « Qu'est-ce que c'est que cette tache sur ma figure ?» Commençant avec cette simple reconnaissance de lui-même, le concept de soi de l'enfant devient progressivement plus prégnant. Les enfants, après l'âge de 6 ans, commencent à se décrire en termes d'appartenance à un sexe ou à un groupe et en commencent à se décrire en termes et en fonction de traits psychologiques. Voilà. Ils commencent à se percevoir comme habiles et bons dans certains domaines et pas dans d'autres. Ils commencent à définir les qualités qu'ils aimeraient posséder idéalement. À l'âge de 8 ou 10 ans, leurs images d'eux-mêmes sont devenues assez stables. La façon dont les enfants se voient eux-mêmes influence leurs actions. Les enfants qui ont d'eux-mêmes une image positive sont plus confiants, plus optimistes, plus sûrs d'eux et plus sociables. Oui, Clayton, on t'a entendu. Maccabee, 1980. Cela pose une question importante. Comment les parents peuvent-ils encourager une vision positive de lui-même chez l'enfant? Comment le type d'éducation influence-t-il les enfants? Et là, on va arriver aux pratiques éducatives. Je sais que ça fait 1 heure, mais on est bientôt à la fin, donc on va finir là-dessus et on finira sur les réflexions de la psychologie. Pratiques éducatives. Les façons d'éduquer les enfants varient. Certains parents donnent des fessées, certains négocient. Certains sont stricts et d'autres laxistes. Certains parents semblent indifférents, d'autres les embrassent et les étreignent librement. Ces différences affectent-elles les enfants? L'aspect le plus largement étudié des pratiques d'éducation a été de déterminer comment et jusqu'à quel point les parents cherchent à contrôler leurs enfants. Plusieurs chercheurs ont identifié 4 styles d'éducation. Les parents autoritaires imposent des règles et attendent l'obéissance. Ne m'interromps pas. Ne laisse pas ta chambre en désordre. Ne reste pas dehors trop tard ou tu seras grondé. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Les parents directifs sont à la fois exigeants et attentifs. Ils exercent un contrôle non seulement en fixant des règles et en les mettant en vigueur de façon conséquente, mais également en expliquant les raisons et surtout avec les enfants les plus âgés, en encourageant la discussion au moment de fixer les règles. Les parents permissifs se soumettent aux désirs de leurs enfants, ne demandant que peu de choses et n'emploient pratiquement pas de punition. Les parents négligents, rejetants, sont peu engagés, ils attendent peu et s'investissent faiblement. Donc en gros, 1, autoritaire, ta gueule c'est comme ça. Les parents directifs, bon bah voici le cadre, je t'explique pourquoi il y a ces règles-là, t'as compris, très bien, et bah c'est parti. Les parents permissifs, oh mon petit, tu veux ça? Bah d'accord, et bah tu vas l'avoir. Tu veux me pisser dessus? Bah vas-y, pisse-moi dessus. On voit ma subjectivité à travers cette phrase.
Les parents négligents en rejetant, bon, de toute façon, je m'en fous, je fais ce qu'il veut, le gamin, il est dehors à 23h. Voilà. Les études effectuées à Stanley Cooper-Smith en 1967, Diana Baumrind 1983, 1991 et John Bury et Cole en 88 montrent que les enfants qui ont la meilleure image d'eux-mêmes, la meilleure confiance en eux et le meilleur comportement social ont en général des parents directifs, chaleureux et attentifs. Bien que la plupart des études aient porté sur des familles blanches de classe moyenne, des études réalisées dans des familles d'autres origines ethniques et dans plus de 200 cultures autour du monde confirment les bénéfices sociaux et scolaires dus à des parents aimants et directifs. Quels sont les facteurs qui expliquent ces résultats? Comment vont l'expliquer les chapitres à venir? Les gens à qui l'on donne un contrôle sur leur vie deviennent motivés et confiants en eux-mêmes. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'une autorité se voient souvent eux-mêmes comme incompétents et faibles. De la même manière, les enfants qui sentent un pouvoir suffisant pour attribuer leur comportement à leur choix, j'obéis parce que je suis gentil, intériorisent leur comportement. Les enfants qu'on force, j'obéis ou j'ai des problèmes, ont des tendances à ne pas intérioriser leurs actions. Parmi les 4 modes d'éducation, les parents directifs donnent aux enfants le sens du contrôle le plus développé. Et ce, pour 2 raisons. En premier lieu, ces parents directifs discutent ouvertement des règles familiales en les expliquant aux enfants les plus jeunes et en raisonnant à leurs propos avec les enfants plus âgés, lorsque les règles sont plus négociées qu'imposées, et les jeunes adolescents ont plus l'impression d'un autocontrôle. En second lieu, lorsque les parents appliquent les règles avec des conséquences constantes et prévisibles, les enfants peuvent contrôler le résultat. Avant d'en arriver aux conclusions concernant le résultat des différents styles d'éducation, il faut être circonspect. Les éléments dont nous disposons proviennent de corrélations. Ils nous disent que certains modes d'éducation, être ferme mais ouvert, sont associés à certains résultats dans l'enfance, une certaine compétence sociale. Mais souvenez-vous, une corrélation n'indique pas une relation de cause à effet. Il peut y avoir d'autres explications. Il est possible que les enfants mûrs et agréables suscitent de la part de leurs parents une confiance plus grande et un traitement plus approprié que ne le font des enfants moins coopératifs et plus immatures. D'autre part, retenez ceci, les parents directifs ont plus souvent un niveau d'éducation élevé et sont moins souvent perturbés par la pauvreté et le divorce, des facteurs qui peuvent retentir sur le développement des enfants. Enfin, les parents compétents et leurs enfants compétents ont-ils en commun des gènes prédisposant à la compétence sociale? Savoir que le comportement des parents est lié au comportement de leur enfant n'indique pas une relation de cause à effet. Lorsque nous examinons les avis d'experts en éducation et des enfants, nous devons aussi garder à l'esprit que tout avis reflète les opinions de celui qui donne les conseils. Pour ceux qui apprécient que les enfants obéissent sans se discuter, un mode autoritaire peut avoir l'effet désiré. Pour ceux qui prisent la sociabilité des enfants et leur confiance en eux, une éducation directive, ferme mais ouverte, doit être conseillée. Différents experts ont des principes différents, ce qui aide à comprendre leurs désaccords. Les parents se débattent avec les avis opposés et avec les difficultés de l'éducation des enfants. En effet, les dizaines de milliers de francs que coûte l'éducation d'un enfant paient non seulement de nombreuses années de joie et d'amour, mais aussi de soucis et d'irritation. Malgré tout, pour la plupart des parents, un enfant est un legs biologique et social, un investissement personnel dans le futur de l'humanité. Pour paraphraser le psychiatre Carl Jung, nous sommes reliés au passé par nos parents et par nos enfants et leurs propres enfants à un futur que nous ne verrons jamais, mais dont nous avons cependant à prendre soin. Culture et éducation des enfants. Les valeurs sociales varient non seulement d'un expert à l'autre, mais également selon l'époque et selon le lieu. Préférez-vous les enfants indépendants ou ceux qui respectent l'autorité? Si vous vivez en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, il est probable que vous préfériez la première proposition. La plupart des parents dans les sociétés occidentales désirent que leurs enfants pensent par eux-mêmes. Nos familles et nos écoles nous disent « Vous êtes responsable de vous-même, suivez votre conscience, soyez en accord avec vous-même, déterminez vos dons, assouvissez vos aspirations personnelles. » Mais les valeurs culturelles changent avec le temps. Il y a 50 ans, les parents occidentaux accordaient une priorité plus importante à l'obéissance, au respect et à l'attention aux autres. « Soyez fidèles à vos traditions, disaient-ils à leurs enfants. Soyez loyaux envers votre pays et votre héritage. Montrez du respect envers vos parents et vos supérieurs. » À la différence des Occidentaux qui maintenant élèvent leurs enfants pour qu'ils soient indépendants, beaucoup d'Asiatiques ou d'Africains vivent dans des cultures communautaires qui privilégient la proximité émotionnelle. Plutôt que d'avoir leur chambre à coucher personnelle et d'être placés dans une crèche ou gardés, les enfants, le plus souvent, dorment avec leur mère et passent leur journée avec un membre de la famille.
Les enfants des cultures communautaires grandissent avec une plus forte notion du sens de la famille. Un sentiment que ce qui fait... Pardon. Je me suis perdu. Un sentiment que ce qui fait honte à l'enfant fait honte à la famille. Comparé aux populations chinoises... Comparé aux populations du monde occidental, les populations dans les cultures japonaises ou chinoises, par exemple, montrent une réserve plus grande vis-à-vis des étrangers et ont un sens plus développé de la loyauté et de l'harmonie sociale. Je vais décevoir mes parents est une préoccupation pour 7% des adolescents italiens ou américains, pour 14% des Australiens, mais pour presque 25% des adolescents à Taïwan et au Japon. Après avoir immigré dans un pays de cultures différentes, ces différences s'estompent souvent mais disparaissent rarement. Par exemple, Mary Stopes Wow et Raymond Cochrane, en 90, ont demandé à des parents britanniques de classer par ordre d'importance 13 traits de caractère chez les enfants. 2 tiers des parents immigrés de l'Asie du Sud-Est placèrent l'obéissance parmi les 3 qualités les plus importantes contre seulement 20% des parents blancs nés en Grande-Bretagne. Chez les plus jeunes, les différences culturelles étaient moindres, mais encore non négligeables. Quelle que soit notre culture, une telle diversité sociale peut constituer un défi et nous inciter à réévaluer les avantages et les inconvénients de nos propres valeurs. Similitude du développement entre les groupes. Pleinement conscients de la différence existant entre nous et les autres, nous en arrivons souvent à négliger les similitudes inhérentes à notre biologie commune. Comme nous l'expliquera le chapitre 19, la recherche transculturelle nous aide à nous rendre compte à la fois de notre diversité culturelle et de notre parenté humaine. Comparé aux différences de personne à l'intérieur d'un groupe, les différences entre les groupes sont faibles. C'est ainsi que, quelle que soit notre culture, nous, les hommes, partageons le même cycle de vie. Tous, nous parlons à nos enfants de la même façon et réagissons pareillement à leurs cris et à leurs gazouillis. Partout dans le monde, les parents chaleureux et attentifs ont des enfants qui se sentent mieux dans leur peau et sont moins agressifs envers les autres que les enfants de parents rejetants ou sévères. À l'intérieur d'une même culture, divers groupes ethniques peuvent avoir des comportements différents et pourtant être influencés par les mêmes processus sous-jacents. Des différences attribuées à l'origine ethnique peuvent en réalité être dues à d'autres facteurs. David Wow, Alexander Vassozny et Daniel Flannery, en 1994, illustrent cette notion par une analogie. On sait que les Noirs ont tendance à présenter une tension artérielle supérieure à celle des Blancs. Supposez 1. Que dans les 2 groupes, la consommation de sel soit corrélée à la pression artérielle. 2. Que les Noirs consomment plus de sel que les Blancs. Que pouvons-nous donc en déduire ? Une différence due à l'origine ethnique en ce qui concerne la pression artérielle, qui est en fait une différence d'alimentation. Même si la relation entre les consommations de sel et de la tension artérielle est la même chez les Noirs et chez les Blancs, les différences de consommation quotidienne peuvent aboutir à des résultats différents. Ces résultats sont Rowe et ses collaborateurs correspondent aux découvertes psychologiques. Les différences de comportement, comme les différences de tension artérielle, peuvent résulter d'apports différents dans un même processus de base. Et conclut-il, après avoir tiré la quintessence de 6 importantes études portant sur l'influence des différences ethniques sur le comportement, bien que les Américains d'origine noire, hispanique, asiatique ou que les groupes ethniques blancs représentent des différences en termes de niveau d'études ou de taux de délinquance, ces différences sont extrêmement ténues. Les facteurs qui influençaient le comportement des adolescents dans différents groupes ethniques ne purent pas être distingués sur le plan statistique. Les variables telles que la structure familiale, l'influence de l'entourage ou le mode d'éducation susceptible de prédire le comportement dans un groupe ethnique donné s'appliquent également dans les autres groupes. Les données disponibles à ce jour proviennent essentiellement des États-Unis. Mais il semble bien, disent les chercheurs, que les processus de développement soient très semblables dans de nombreux sous-groupes d'Homo sapiens. De façon superficielle, nous pouvons présenter les différences, mais pas en tant que membres d'une même espèce. De façon superficielle, nous pouvons présenter des différences, mais en tant que membres d'une même espèce, nous sommes tous soumis aux mêmes forces psychologiques. Compte tenu de notre appartenance à différents groupes ethniques ou culturels, nos langages varient, mais reflètent malgré tout des principes de grammaire universelle, chapitre 10. Nos goûts varient, mais reflètent cependant des principes communs de la faim, chapitre 12. Nos comportements sociaux varient, mais traduisent les principes universels de l'influence humaine, chapitres 18 et 19. En résumé, bien que les expériences de l'enfance ne soient pas consciemment gardées longtemps en mémoire et que leurs effets puissent être modifiés par des expériences ultérieures, elles peuvent malgré tout avoir une influence durable sur le développement social.
Le type d'attachement dans l'enfance peut permettre de prédire le développement social ultérieur. Les enfants ne s'attachent pas à leur père et à leur mère simplement parce qu'ils subviennent à leurs besoins biologiques, mais, plus important, parce qu'ils sont rassurants, familiers et répondent à leurs besoins d'affection. S'ils ne reçoivent pas ces soins, le bébé humain comme le bébé singe peuvent devenir pathétiquement repliés sur eux-mêmes, anxieux et éventuellement méchants. Lorsqu'un attachement est formé, les enfants séparés de ceux qui s'occupent d'eux vont temporairement être désespérés. Les enfants humains qui montrent envers eux leur mère un attachement serein deviennent en général socialement ouverts. Les différents modes d'attachement des enfants reflètent à la fois leur tempérament individuel et la réactivité de leurs parents ou des puéricultrices. Comme dans le cas des capacités cognitives, un concept de soi se développe graduellement. À 18 mois, les enfants vont se reconnaître dans un miroir. À l'âge de 8 ou 10 ans, l'image que l'enfant a de lui-même est établie de façon stable et a des répercussions sur son indépendance, son optimisme et sa sociabilité. Les enfants qui ont développé une image d'eux-mêmes positive et un caractère confiant et heureux ont généralement été élevés par des parents ni permissifs ni autoritaires, mais par des parents directifs qui ne privent pas l'enfant du sentiment de contrôle sur sa propre vie. Le choix du mode d'éducation d'un enfant implique un jugement de valeur concernant les qualités à encourager chez les enfants. Les différences culturelles, telles celles existant entre la vie communautaire des familles asiatiques et l'individualisme des familles euro-américaines, illustrent l'importance des valeurs parentales. Des différences culturelles et ethniques dans le comportement peuvent cependant provenir des mêmes forces sous-jacentes. Nous allons arrêter là parce qu'après nous allons enchaîner sur la réflexion sur la problématique nature-culture et nous aurons quasiment fini le chapitre. Je regarde rapidement, mais il me semble que oui. Oui, c'est ça, il ne nous reste plus que ceci et nous aurons fini le chapitre. Je suis fatigué, mes yeux fatiguent, je ne vous le cache pas. Donc je vais arrêter là et nous ferons une petite vidéo d'une dizaine de minutes, d'une vingtaine de minutes, je ne sais pas. Mais là, je fatigue, ça peut être entendu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Petite lionne, je pense fort à toi. Et je vous dis à la prochaine.